Questions actuelles. Questions actuelles. Le débat politique, économique et social sur CAP FM. Auditrices, auditeurs de CAP FM, bonsoir. La jeunesse fer de lance, dit-on. L'avenir appartient à la jeunesse et bien sûr former une jeunesse de qualité. Voilà autant de préoccupations autour de la jeunesse, justement dans une nation. Cette couche sociale, de par l'accent qui est mis sur sa prise en compte dans la société, est à n'en pas douter d'une importance particulière pour le développement d'un pays. Aujourd'hui, des questions taraudent les uns et les autres dans leur esprit au sujet de la jeunesse. À quel sein se voue cette jeunesse? Quel est l'avenir de la jeunesse? Quel sort lui est réservé? Une pluie de questions qui a certainement amené Maître Tierno Olori-Togbe à initier une rencontre avec une partie de la jeunesse béninoise. Et ceci pour le partage de ses expériences et de stratégies pour rêver grand et atteindre ses objectifs. Évidemment, les expériences et stratégies dont parle Maître Tierno Olori-Togbe méritent d'être vulgarisées pour sauver la jeunesse du gouffre qui la guette. Et Questions actuelles de ce jour reçoit à cet effet Maître Tierno Olori-Togbe, avocat au barreau du Bénin, analyste financier, conseiller technique juridique du ministre Romiad Wadaï. Cela fait partie de son passé, justement. Il est membre du Conseil national de l'autorité de régulation de l'électricité. Cette émission est mise en onde par Serge Yvon Kenha, à la technique Fatih Wahoyon, réalisation et animation Lucien Dossou. KPFM, c'est sur www.kpfm.com. Mesdames, Messieurs, de nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Maître Tierno Olori-Togbe, bienvenue sur cette émission. Bonsoir, Monsieur Lucien Dossou. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Et bonsoir à toute la technique que je salue. Et quand on parle de Tierno, ça me fait penser à l'aventure ambiguë de Tchèque Aminou Khan. Votre nom est-il parti de là, ce prénom justement? Effectivement, il y a un lien, on peut dire, et l'aventure ambiguë, le début, c'est ce jour-là. Tierno l'avait encore battu. Cependant, Samba Diallo savait son verset. Tierno, c'est le nom du sage, c'est en langue peul. Et il se trouve que mon père m'a donné le prénom d'un de ses amis peul. Voilà. Et donc, l'amitié est d'une importance particulière pour votre père et pour ne pas dire pour votre famille en général. Effectivement, l'amitié fait partie des grandes valeurs. Amitié qui devient souvent la fraternité, au point qu'on en donne même des prénoms à ses enfants. Voilà. On peut s'accrocher à l'amitié dans la vie pour mieux vivre? Je pense que l'amitié, c'est nécessaire pour l'âme. J'ai eu récemment l'occasion d'avoir des expériences de preuve d'amitié et d'amour. Et je pense que c'est cela qui fait aussi l'équilibre et la vie d'un homme. Et lorsque l'ami vous trahissait? C'est quelque chose avec laquelle il faut vivre. On dit souvent qu'il y a une prière. Mon Dieu, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Voilà, Maître Tierno Olori-Togbe, justement, on a planté le décor par rapport à cette question d'amitié. Vous êtes Maître Tierno, on a parlé juste également de l'inspiration de votre père et de la relation qu'il y a entre votre prénom et Tierno de l'aventure ambiguë, le sage. Vous êtes aussi certainement très sage, tout de suite à votre âge, on peut le croire. Je pense que c'est un prénom qui est lourd à porter et j'essaie d'en être digne. Et quel a été votre parcours scolaire et académique? Alors, j'ai passé le bac, j'ai fait mes études ici au Bénin jusqu'au baccalauréat et ensuite je suis parti en Europe, en Occident pour poursuivre les études universitaires. J'ai eu un diplôme de grande école de commerce à l'ESC Grenoble. C'est un diplôme après concours. On rentre dans une école de commerce très sélective en France. Je me suis spécialisé en marché financier et pratiques bancaires. Et j'ai également eu un master en comptabilité finance en Angleterre. Donc j'étais un pur produit de la finance
et j'ai commencé à travailler comme analyste financier un peu en Europe, mais j'ai souhaité revenir servir mon pays très rapidement. Je suis revenu dès le 1er août 2008 et au bout d'un certain temps, j'ai candidaté dans les banques, dans les institutions de la place et j'ai pu trouver un premier travail d'analyste financier à la SWAGA, la Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs. C'est le début du parcours. Le début du parcours. Mais vous vous êtes retrouvé au ministère de l'Économie et des Finances en tant que conseiller juridique. Oui, je suis aujourd'hui dans le domaine juridique, dans le droit. Et il a fallu y avoir à un moment donné de ma vie une révolution. J'ai eu l'appel du droit, je vais dire. Il faut dire que j'ai grandi dans une famille d'avocats. Mon grand-père maternel était avocat, mon père est avocat et j'ai vécu en fait au milieu des praticiens du droit. Ça vous a influencé? Je peux dire ça, sur le coup, je ne pensais pas, mais il y a des choses qui s'impriment dans votre réalité et voilà, et qui font que vous avez des aptitudes, disons, naturelles. L'autre chose qui étonne dans votre parcours, c'est que vous avez dit que vous étiez en France, vous travaillez, mais vous avez opté pour le choix de votre pays en 2008, vous êtes revenu. En ce moment où des Béninois, des jeunes veulent partir de l'autre côté, vous revenez au pays, là où il y a la galère. C'est ce que la jeunesse pense justement. Effectivement, c'est une idée plutôt répandue, mais moi j'ai toujours su que ma vie, ma place était au Bénin. C'est mon pays que j'aime et que je souhaite servir. J'ai toujours eu ce désir-là. Je m'y sens mieux au quotidien. Et on a parlé des amis aussi. Donc, ce qui est sûr, les amis reviendront toujours ici. Et il y en a qui sont là, des amis d'enfance. Mais avant tout, c'est le fait de pouvoir servir, de participer, d'amener les compétences que je peux amener au service de... Mais expliquez-nous davantage pourquoi on a intérêt à rester chez soi pour être utile à la nation. C'est vrai qu'il y a une expression qui dit que nul n'est prophète en son pays. Et on pourrait penser qu'il faut mieux aller ailleurs pour, entre guillemets, se chercher, comme on dit. Mais chez soi, nous avons la possibilité de prier, de servir un plus grand nombre. On a également beaucoup d'avantages en Afrique par rapport à l'Occident, parce que lorsque vous avez tout à créer, tout à construire, vous avez une place à vous faire. J'ai fait par exemple certains stages en Occident, mais par rapport à la valeur ajoutée que vous pouvez apporter quand vous êtes dans un milieu où tout est à construire, où beaucoup de choses en tout cas sont à construire, je pense que vous pouvez apporter plus. C'est pour ça que j'ai préféré rentrer. Alors, si vous aviez un jeune frère à qui vous avez des conseils à prodiguer par rapport à un éventuel départ pour l'Occident, pour aller acquérir l'âge d'or, qu'est-ce que vous lui direz? Je dirais d'abord qu'il n'y a pas une route linéaire vers le succès. La route, elle se construit au fur et à mesure. Il y en a qui restent au Bénin de A à Z et qui font leurs études primaires, secondaires, universitaires et qui excellent dans des domaines. Nous avons des enseignants de grande qualité. Nous avons aussi des cadres professionnels de qualité. Il est aussi intéressant de partir à l'étranger pour apprendre parce que il y a une expression fond qui dit Aïtogban, Anamonugban. C'est si tu vas dans 30 pays, tu verras 30 choses. Donc le fait d'aller à l'extérieur, je pense pas que ce soit négatif, mais il faut savoir que il y a toujours la source et on y revient toujours. J'avais un tonton à moi, paix à son âme, monsieur Ompounoui, il avait l'habitude de dire, ça je cite, le pays ne vaut rien, mais rien ne vaut le pays. Avec vous, il y a deux verbes qu'il faut prendre en compte, aller, mais revenir. Exactement. Justement. Et ces deux verbes sont impératifs. Je pense que c'est on peut impératif. aller, mais il faut revenir. Il faut revenir. On y revient toujours. Le plus tôt, c'est le mieux parce que quand on reste aussi très loin, à un moment donné, on se déconnecte complètement. C'est vrai, par exemple, la phrase de ce tonton-là était un peu dure. Ça nous choquait en tant que jeunes de l'entendre, la première partie. Mais rien ne vaut le pays, c'est vrai, parce qu'il faut revenir
pour participer à la vie et la construction de sa cité. De la profession analyste financier, vous êtes passé à la profession avocat au barreau du Bénin. Alors, c'est là où il y a l'autre étonnement, bien sûr, qu'on découvre dans votre vie. Et vous laissez l'argent frais que vous touchez régulièrement pour la robe noire, pour aller plaider la cause, en tout cas, des uns et des autres qui seraient en difficulté. Et ça étonne toujours pour ceux qui entendent parler de vous. C'est vrai, ça a été un changement titanesque dans ma vie parce que je suis devenu avocat en 2 ans en fait. 2 ans. En 2 ans, en 2 années. Et peut-être même un peu moins que 2 ans, oui, un peu moins que 2 ans parce que je dirais peut-être 18 mois. Il a fallu d'abord reprendre des études de droit. J'ai eu la possibilité de faire une équivalence et avec mes diplômes d'école de commerce, j'ai pu rentrer en maîtrise en droit. Il a fallu bien sûr faire toute la formation de base, c'est-à-dire récupérer les années de licence. Donc c'est énormément d'heures de travail pour avoir le niveau parce qu'on passe les examens au même titre que les autres élèves. Et c'est beaucoup de travail. Mais il faut avoir la motivation, il faut avoir la haine et se donner à fond la caisse. Surtout quand on est jeune. Parce que je peux dire en tout cas aux jeunes, avec le temps, avec le poids des âges, je peux vous garantir qu'on n'a plus la même énergie. Il y a plus d'argent au barreau que lorsqu'on est un financier? Ce qui m'a guidé n'a pas été forcément l'argent, c'était plutôt de me réaliser, de devenir moi-même, de devenir ce que je pensais être. Et j'ai eu la fibre, en tout cas, l'appel de la profession d'avocat. Je connais le tribunal de première instance de Cotonou, je pense, depuis ma plus tendre enfance. J'avais l'habitude d'aller au tribunal de temps en temps avec mon père, d'aller au cabinet. Donc, pour moi, au-delà de l'argent que cela peut représenter, c'est un sacerdoce. C'est vrai que le métier d'avocat, il y a de tout à l'intérieur. On a des moments de difficulté. Les avocats sont pas forcément tous très nantis. Mais c'est un métier qui nourrit son homme ou sa dame. Pour les avocates. Donc c'est un beau métier, c'est le plus beau métier du monde pour vous. Mais le plus beau métier du monde pour vous, c'est pour le passionné de ce métier justement. Effectivement, je pense que chacun de nous doit faire celui qu'il estime être le plus beau métier du monde. Vous faites cette noble profession de journaliste. Pour vous, c'est aussi le plus beau métier du monde. Ah oui, je vous dirais que le plus beau métier du monde pour moi, c'est l'enseignement. Je suis enseignant aussi, quelque part. Ouais, ça fait que je refuse toute autre proposition. Voilà. Et vous voyez, par exemple, vous êtes enseignant, en même temps, à côté, vous faites du journalisme. Moi, je suis avocat et j'ai été financier. Je suis toujours expert financier, on ne s'en départit pas. Mais je peux dire, autant que vous dites, par exemple, que le plus beau métier du monde, c'est le métier d'enseignant, à côté, moi, à côté du métier d'expert financier, je dirais que le plus beau métier du monde. Et ce samedi d'ailleurs, 5 octobre, on célèbre l'enseignant. Quel mot vous avez à placer par rapport à la célébration de cette journée mondiale de l'enseignant? Alors, je me tourne d'abord vers les enseignants pour les remercier, les féliciter pour le travail extraordinaire qu'ils font, le sacrifice, le sacerdoce. Et je peux dire aussi que c'est ex aequo, plus beau métier du monde avec le métier d'avocat. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai une fibre toute particulière pour l'éducation. J'ai récemment, avec certains camarades, à l'occasion de la rentrée scolaire, partagé des kits scolaires un peu partout dans le Bénin. Ça a été une occasion de partage, une occasion aussi d'aller vers les CEG. On a commencé une tournée vers les CEG. Donc l'enseignement, c'est un domaine qui personnellement me tient vraiment à cœur. Pour la jeunesse béninoise aujourd'hui, c'est avoir l'argent à tout prix. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse? L'argent, c'est important. Il ne faut pas qu'on se... C'est important. C'est très important. L'argent, c'est important. Avec de l'argent, vous pouvez... vous sauver, vous pouvez sauver votre santé, vous pouvez sauver la santé des autres. Réaliser vos rêves. Vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez
construire avec de l'argent. Donc je pense d'abord, il ne faut pas qu'on fasse un faux discours en disant l'argent c'est pas important, ou bien c'est un proverbe autour de l'argent qui d'une certaine manière dévalorise en fait ce que comme pour dire l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, l'argent ne fait pas le bonheur. Je vais vous parler d'un auteur et que je conseille à tous les jeunes de lire. Il s'agit de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. C'est un auteur que j'ai connu. Donc à nos auditeurs ce soir qui puissent aller chercher cet ouvrage-là, je pense que beaucoup doivent déjà le connaître. Il parle des questions d'argent. Il parle du rapport que nous avons avec l'argent et en quoi cet argent, comparé à l'éducation, par exemple Robert Kiyosaki avait un père qui était enseignant justement, docteur, et qui enseignait. Ça, c'était l'un de ses papas. Et il avait un autre papa qui n'est pas son père biologique, mais qui lui a appris les rudiments de l'argent. J'inviterai les auditeurs et auditrices à aller chercher cet ouvrage-là pour voir un peu ce qu'on peut penser de l'argent. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Je dirais que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Voilà. Bon serviteur, mais un mauvais maître. Il faut savoir le chercher alors. Il faut le chercher. Il faut le chercher pour qu'il soit un outil, mais pas pour qu'il en soit un maître. Pas pour en devenir soi-même l'esclave. Et par quels moyens faut-il le chercher, justement? Des moyens honnêtes. Je viens d'une famille grand travailleur. La famille Olori-Togbe. La famille Olori-Togbe. Je crois que s'il y a quelque chose qui a une richesse dans la famille Olori-Togbe, c'est la valeur du travail, l'éducation, la recherche en tout cas du bien. On a des professeurs en médecine, des premiers géologues du Bénin, jamais. On a des avocats, on a beaucoup de professionnels qui sont domaines où l'éducation, le travail sont des clés. Vous avez fait un choix il y a quelques jours de partager avec la jeunesse vos expériences et des stratégies pour rêver grand et atteindre des objectifs. Pourquoi cette option de faire ce partage-là? Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai fêté il y a quelques jours mes 40 ans. Et à l'occasion de ces 40 ans... Donc, vous êtes candidable, si je puis ainsi m'exprimer, au présidentiel. Vous pouvez être candidat aux élections. En tout cas, selon la Constitution. Selon la Constitution. C'est à partir de 40 ans. Je ne peux pas vous contredire, en tout cas, mais on ne va pas s'étendre sur ce point-là. Mais effectivement, je viens de célébrer mes 40 ans. Et à l'occasion de ces 40 ans, j'ai fait un petit bilan. Chaque anniversaire, c'est quand même un moment pour faire le bilan de sa vie. Oui. Et lorsque ça tombe sur des chiffres ronds, lorsque ça tombe sur des chiffres qui ont un sens constitutionnel, par exemple, c'est l'occasion de s'asseoir et de faire un bilan sur sa vie. À l'occasion de ce bilan, je me suis dit, faire un bilan pour soi n'aura pas tant d'impact, n'aura pas tant d'utilité. Il faut avoir le courage de faire le bilan avec les autres, face aux autres, et partager à cette occasion-là. C'est pour ça que l'anniversaire, la célébration de ces 40 ans s'est déclinée en 3 grandes étapes. Une étape, partage social dans 40 écoles. Le chiffre est symbolique. Vous avez choisi 40 écoles. Oui, on a choisi 40 écoles en collaboration avec les associations de parents d'élèves du Bénin qui nous ont aidés à identifier des écoles à soutenir sur toute l'étendue du territoire national. Donc 40 écoles. Et nous avons envoyé des kits scolaires dans ces écoles-là. Ça faisait partie du volet social, pour moi personnellement, de la célébration de mon anniversaire qui devait se faire dans le partage. Le deuxième aspect de cette célébration, ça a été donc ce partage d'expérience qui s'est tenu au Champ d'Oiseaux le dimanche 22 septembre. C'était pour réunir des jeunes. On a eu quand même une participation massive. On était à guichet fermé, on avait 200 places, les 200 places étaient occupées et quelques personnes également en ligne qui nous avaient suivis en retransmission en direct. Autrement dit, la jeunesse béninoise a besoin, je dirais, a soif d'acquisition d'expérience des uns et des autres. Bien sûr, je pense qu'il faut faire aller de l'avant. Bien sûr, il faut faire un partage. Le troisième aspect de cet anniversaire, bien sûr, ça a été la fête parce que et c'est aussi un moment de réjouissance avec les amis.
Donc ça aussi, je peux vous assurer que ça a été fait. Et au Chant d'Oiseaux, concrètement, qu'est-ce que la jeunesse a gagné en venant vous écouter? On a partagé 4 clés de réussite. Et 4 clés de réussite. Il y a 4 clés de réussite, selon vous. En tout cas, moi, mes outils à moi de réussite que j'ai partagé avec la jeunesse, il y en avait 4. Voilà. La première clé, alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, la première clé que j'ai partagée avec les participants, c'est le vision board. Le vision board. Vision board. Vision board. Ça, c'est de l'anglais. Oui. Voilà. Alors, le vision board, et les amis pourront aller sur Internet pour faire des recherches. Il s'agit d'un tableau que vous confectionnez pour vous-même. Et pour le confectionner, vous prenez un grand carton avec des journaux et vous découpez des images qui représentent ce que vous avez envie d'être ou ce que vous avez envie d'avoir. C'est une vision de vous-même. Donc, c'est un exercice que moi, par exemple, je fais. En fait, j'ai voulu que ce soit très pratique comme échange, que ce ne soit pas dans la théorie. Donc, j'ai partagé mon vision board. Je n'ai pas montré à tout le monde, mais j'ai juste montré comment on fabrique le vision board. Et donc, il y a cette première étape, c'est, disons, des collages. Chacun peut faire sa représentation de ce qu'il aimerait. Et de temps en temps, regarder ça, je pense que ça motive en se disant, ah mais voilà ce que j'aimerais bien avoir ou faire. J'aimerais une famille, j'aimerais une femme, des enfants, j'aimerais avoir telle maison, j'aimerais quand même être impliqué dans ma communauté religieuse par exemple. Et donc faire des représentations visuelles, voilà pour bien sûr ceux qui ont la chance de pouvoir voir. Mais maintenant, j'ai aussi nos amis qui n'ont pas la capacité, par exemple, de voir, peuvent faire une liste d'idées, un vision board, pas forcément visuel avec les yeux, parce que je suis quelqu'un aussi de très proche des personnes handicapées. Des personnes handicapées. J'ai eu à collaborer avec un juriste non-voyant que je salue au passage et suit votre émission. Et comment il s'appelle justement? C'est la radio des amblyopes, hein, KPFM. Oui, justement. Alors il s'appelle, je ne sais pas si je peux parler de lui ici. Pourquoi pas? De sa permission, mais il s'appelle Monsieur Fad Agbola, qui est un juriste, j'en profite pour parler de lui, un juriste non-voyant avec qui j'ai collaboré, avec qui je collabore toujours. Et donc, c'est voilà. un exemple de vie, justement, oui, qu'il faut citer. C'est un exemple de... Être handicapé n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Alors, c'est vrai que le premier outil dont j'ai parlé, c'est un outil visuel. Mais je ne voudrais pas me permettre de faire un outil qui va, par exemple, faire une sorte de ségrégation ou qui va empêcher mon ami Fahad, par exemple, de pouvoir se faire la représentation. Et d'autres amis comme Fahad, comme Julien Kouedji, avec qui moi j'ai eu à faire la linguistique. Il a sa maîtrise en linguistique. Il manipule l'informatique à haute dose. Quelqu'un de non-voyant peut avoir un vision board. Et il peut avoir un vision board. Par exemple, Fahad utilise la synthèse vocale. Il peut très bien avoir un vision board de synthèse vocale. Et cette synthèse vocale-là lui arrive à lui décrire parfois des images, à lui lire aussi des textes. Et ça peut être juste, en fait, un texte même qui décrit ce qu'il voudrait être un jour. Alors, ce que vous dites, Maître Tieno Oloritogbe, reste d'une importance particulière, puisque c'est 4 clés. C'est la première clé, hein? C'est la première. La question de vision board. Et vous savez que beaucoup de parents influencent le choix des enfants, pour la plupart. Est-ce que on ne devrait pas aller à l'école de cette clé, comme vous le dites, pour inviter les enfants à construire eux-mêmes leur vision board afin que leur choix les emporte dans ce qu'ils vont devenir. Merci beaucoup, Monsieur Dossou. Et par exemple, ce que j'ai dit au cours de cette rencontre, c'est que j'ai invité, parce que ceux qui sont là, c'est des jeunes parents aussi, ceux qui étaient venus là. Je les ai invités à faire le vision board avec leurs enfants. Il faut faire le vision board avec son enfant. Moi, je recommande de faire le vision board avec ses enfants. Et c'est un exercice que j'ai fait aussi avec mes enfants. Et ils ont adoré. Et que vous avez continué à faire d'ailleurs? Oui, bien sûr. Donc, je fais ça avec mes enfants. Et chacun prend les journaux de la maison. Chacun vient avec ses ciseaux et puis la colle et découpe.
et on échange. Ah, mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais être? Et l'enfant lui-même, par exemple, il peut dire, mais je veux bien travailler à l'école. Il sait, il se représente déjà qui il a envie d'être. Donc, à travers une vision, un objectif, l'enfant lui-même se construit. Et voilà. Et la deuxième clé? La deuxième clé, c'est la matrice SWOT. La matrice SWOT. Matrice SWOT. Les personnes dans le marketing vont beaucoup connaître cette matrice-là. C'est la matrice force, faiblesse, opportunité, menace. Je pense qu'un individu doit pouvoir faire son diagnostic. Il doit pouvoir dire, ok, je suis fort dans tel domaine, j'ai telle faiblesse dans tel domaine. Et je pense qu'il faut d'abord se connaître, comme disait Socrate. Il faut se connaître pour pouvoir vraiment savoir où est-ce qu'on va, se maîtriser, corriger ce qu'il y a à corriger, parce que personne n'est parfait, tout le monde est perfectible. Le connais-toi toi-même doit implémenter la vie des uns et des autres. Exactement. Après le vision board, il faut se connaître soi-même. C'est la deuxième clé. Et la troisième clé? La troisième clé, c'est un tableau de bord. Il faut tenir un tableau de bord. Moi, personnellement, je tiens un tableau de bord que je mets à jour tous les 6 mois sur ce que j'ai fait depuis 12 mois et ce que je prévois de faire dans les 12 prochains mois. Donc, tous les 6 mois, je fais le point à horizon 1 an du passé et du futur. Et j'invite les camarades, les amis à en faire autant parce que ça permet de garder la dynamique, de se dire, je dois corriger ici, je dois faire tel point d'amélioration là. Donc, c'est un autre outil que j'ai partagé. Mais certains jeunes vous diront que c'est celui qui n'a pas de problème alimentaire, celui qui vit heureux, qui a le temps de faire tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces jeunes-là? Je veux leur dire que cet outil doit être utilisé même quand on est dans des difficultés et je dirais même plus, surtout quand on est dans des difficultés. Parce que il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il s'en va. Voilà. Il faut apprendre à faire son bilan. Il faut faire quel son que bilan. soit ce même qu'on si vous vit. êtes dans des difficultés, et je dirais même raison de plus, lorsque vous êtes dans des difficultés, il faut mettre la balle à terre. Que vous soyez lettré ou pas lettré, il faut mettre la balle à terre. Il faut s'analyser. Il faut savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Il faut savoir qu'est-ce qui manque. Il faut faire un point de sa vie. Et je pense que c'est quelque chose qui, de manière naturelle, doit être intégré dans la vie de tout un chacun. Alors, nous ne mangeons pas, j'ai faim, on ne mange pas. C'est une chanson récurrente qui sort de la bouche de la jeunesse béninoise aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce refrain, faudrait-il continuer à le chanter? D'abord, il faut utiliser, par exemple, les outils dont je viens de parler. J'ai faim, d'accord. Qu'est-ce que je fais pour ne plus avoir faim? Quels sont les outils, quelles sont les opportunités à ma disposition pour que je n'ai plus faim? Est-ce qu'il faut que j'ouvre un lavage et avec des seaux de puits à côté, avec un puits et des seaux? Est-ce qu'il faut que j'ouvre un lavage chez moi à la maison pour laver les motos du quartier? Par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas quelque chose qui a un budget, par exemple. Je me trouve des seaux. Je vais puiser de l'eau dans le puits de la maison. Dans le puits de la maison. Et je lave les motos du quartier. Après avoir fait des études, peut-être? Moi, par exemple, j'ai repris ma vie. Je pense que il faut pas. C'est mon épouse qui dit souvent que il ne faut pas faire ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on fait. Je pense qu'il y a du bon dans cela. À un moment donné, la nécessité fait que vous devez aller vers telle ou telle activité, bien sûr, dans toute légalité. Il faut faire des activités légales, ce que je vous ai donné comme exemple, par exemple. J'ai pas réfléchi à ça, ça m'est venu à l'esprit d'un coup comme ça. Mais certains ne vont pas y penser. Ils vont se dire, je veux un travail de maison, de bureau plutôt, je veux un travail de bureau, je veux rester dans le climatiseur. Mais si l'opportunité n'y est pas, il ne faut pas rester sur place à ne rien faire. Il faut démarrer par quelque chose. Donc c'est ce que je pourrais dire. Et créer son âge d'or, c'est ça justement. C'est ça, il faut créer, il faut avancer, il faut créer sa légende personnelle. Voilà. Il y a une quatrième clé que vous avez partagée ce jour-là. La quatrième clé, c'est la lecture. La lecture. La lecture. J'ai invité ceux qui sont là à lire. Ceux qui savent lire, justement. Ceux qui savent lire. Et en tout cas, ceux qui ont l'opportunité de savoir lire, il y a un trésor dans les ouvrages, dans la lecture. Ça, c'est comme le laboureur et ses enfants. Exact. Un trésor est caché dedans. Un trésor est caché dedans. Et je pense pour ceux qui n'ont pas l'opportunité ou la possibilité de savoir lire, eh bien, on dit souvent en Afrique qu'un sage, c'est une bibliothèque. Il faut se rapprocher des grandes personnes.
quand je dis la lecture, eh ben, ce n'est pas seulement la lecture dans les livres, parce que nous avons une tradition orale en Afrique. Justement. Donc, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller chercher forcément des livres, des ouvrages tels que j'ai cités, eh bien, vous pouvez vous rapprocher des grandes personnes. De temps en temps, passez un peu de temps avec eux pour qu'elles vous racontent leur vie, qu'elles vous racontent les choses qu'elles connaissent. Et tirer des enseignements de cela, c'est la 4e clé. Aller vers une grande personne, vous savez, hein, on dit chez nous, c'est l'enfant qui sait se laver les mains, qui mange avec les plus grands. Oui. Et là, qu'est-ce que vous avez dit à cette jeunesse? Parce que aujourd'hui, hein, elle n'hésite pas à insulter les grandes personnes, à dire des mots, un peu désagréables vis-à-vis des plus âgés parfois. Alors, si vous me permettez, je vais partager avec vous la petite histoire que j'ai racontée en quelques secondes. Allez-y. Il y avait dans un village un roi qui était mourant et qui voulait céder le trône à la jeunesse. Il a demandé à la jeunesse de tuer tous les vieux. Et donc, parmi ces jeunes-là, il y en a un qui a gardé son papa caché quelque part. Et le roi a proposé des énigmes aux jeunes pour pouvoir savoir qui allait lui succéder et prendre la main de sa fille bien-aimée. Alors je vais juste vous donner la première énigme. Le roi avait donné des graines de maïs aux jeunes prétendants qui étaient venus là. Et notre jeune qui a conservé son papa à la maison, allait voir le papa, il lui a présenté la graine de maïs. Et le papa lui dit: cette graine, c'est une graine qui a été bouillie. Elle ne donnera pas de fruits, de pieds de maïs. Retourne voir le roi et dis-lui que tu n'as pas réussi à faire pousser cette graine de maïs. Et pendant que les autres prétendants sont revenus avec des pieds de maïs qui avaient poussé parce qu'ils sont allés chercher d'autres maïs pour faire, celui-là a réussi la première énigme. Je vais passer sur les deux autres énigmes, mais qui sont tout aussi belles. La morale de cette histoire, c'est pour dire que c'est derrière l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et il faut pouvoir bénéficier des conseils de ses parents, des plus âgés. Et je suis moi-même, je peux dire un exemple de cela. On peut dire que c'est un peu désuet, un peu ringard de faire le même travail que son père. Il y a des jeunes qui ne voudraient pas. Moi, je fais le même métier que mon père. J'en suis très ravi, très fier. Je suis heureux de partager cette expérience avec lui. Et je fais aussi le même métier que le père de ma mère, qui était aussi avocat. Donc voilà, c'est auprès d'eux que j'apprends. Et donc, il faut s'inculquer la question de politesse à haute dose pour avancer, pour mieux lire les choses auprès des plus âgés. Bien sûr, bien sûr. J'ai une aînée à moi qui a récemment rencontré mon père, une aînée avec qui je travaille à l'autorité de régulation de l'électricité. Il m'a dit: j'ai vu ton papa. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est comment il se comporte. Est-ce qu'il se comporte bien? Donc, donc les parents doivent se préoccuper de ça, quel que soit l'âge de l'enfant. Bien sûr. Et donc, cette maman que je salue au passage est venue me voir et elle m'a dit: mais dis donc, ton père, il se préoccupe d'abord avant tout de ton comportement, il n'a pas demandé si tu fais un bon travail, il a d'abord demandé est-ce que tu te comportes bien. Et bon, elle lui a répondu et je pense que c'était favorable ce qu'elle a fait. La jeunesse doit aller à l'école des bons comportements. Bien sûr. Absolument. Voilà, donc les 4 clés que vous avez partagées, bien, ce qui représente vos expériences et les stratégies qu'on peut utiliser pour rêver grand et atteindre ces objectifs. Et l'un des objectifs que vous voulez atteindre encore, c'est que vous allez au-delà de la profession de votre père. Vous êtes pratiquement acteur politique déjà, si je ne me trompe pas. Votre père ne l'est pas. Votre grand-père maternel a-t-il été acteur politique pour que vous veuillez aller dans cette école? Répondez-nous. Alors, la politique coule dans mes veines. Ils ont été politiques. La politique coule dans mes veines. Je pense que beaucoup vont reconnaître à mon visage les traits de ma mère, Claude Olo Itogbe, qui a été un acteur politique béninois important.
ancienne secrétaire générale adjointe du Parlement béninois, ancienne DG Sobemap, et qui a été membre du parti du président Nago. Et autrement dit, vous avez été le lait politique dans les seins de votre maman. Bien sûr. Et donc, j'ai fait la campagne, une des campagnes en tout cas, aux côtés de ma mère et ses autres camarades, une campagne législative. Et à ce moment-là, je ne croyais pas en la politique, alors qu'elle était déjà dans mes veines. Et j'avais dit à ma mère que je ne pensais pas que la politique était importante ou était un moyen par lequel il fallait passer. Et elle m'a répondu ceci. Vous voulez connaître la réponse? Allez-y. Justement, les jeunes sont à l'écoute. Ils veulent bien entendre. Il faut que tous les jeunes entendent cette réponse de notre maman. Elle m'a dit, si tu ne fais pas la politique te fera. Si tu ne fais pas la politique te fera. Alors, mais vous êtes en train de faire la conjugaison de deux réalités. La réalité professionnelle au niveau de votre père et la réalité politique au niveau de votre mère. Quelle combinaison extraordinaire, peut-on dire? Je pense que, en tout cas, on dit en mina, c'est-à-dire que les chiens ne font pas des chats, en proverbe en bon français. Je pense que ce que j'ai vu comme modèle m'inspire et est en moi déjà. Et les chemins que nous avons vus en grandissant sont certainement des chemins plus faciles, en tout cas, pas plus faciles au sens qu'il n'y a pas de difficulté, mais ce sont des chemins sur lesquels nous avons des repères et qui peuvent être, disons, de bonne voie pour se réaliser, parce qu'on a des conseils, on a des sages qui peuvent nous donner des indications sur ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Et comment votre petite famille a accueilli votre option d'aller en politique? Très bien. C'est un milieu difficile, dit-on souvent. Glissant, famille, justement. Oui, je pense que quand on arrive aussi à un moment de sa réalisation professionnelle, il ne faut pas hésiter à s'engager pour sa cité. Pour moi, la politique, c'est un grand mot, mais c'est avant tout servir la cité, d'une manière ou d'une autre. Et à ce stade de ma vie, je pense que j'ai eu des réalisations. J'ai été non seulement avocat, mais j'ai été conseiller juridique à la Banque africaine de développement. Pendant 8 ans, j'ai fait la BAD. J'étais conseiller juridique en chef. Je pense avoir eu des responsabilités et avoir géré, en étant conseiller juridique en chef à la BAD, gérer des problématiques de plusieurs gouvernements en même temps, en simultané, les crises d'inflation par-ci, restructuration de dettes par-là, négociations minières de tel pays. Donc ces apprentissages-là, ces connaissances-là, en plus des valeurs humaines, sont aujourd'hui à mettre au service du plus grand nombre. Et c'est l'inspiration que j'ai, c'est le sentiment que j'ai. Et ma petite famille, Dieu merci, me soutient à 100%, je dirais même à 1000%. Vous avez partagé l'expérience déjà de votre choix avec vos enfants, tout de suite? Bien sûr, en fait, ma fille a été la première à me parler de politique. Ils sont eux-mêmes des petits politiciens parce que ils souhaitent aussi être délégués de classe comme papa l'a été. À vrai dire, j'ai été... Ça veut dire que vous avez commencé à être responsable, en tout cas, depuis les bancs. J'ai une grande histoire, un grand historique en matière de politique. On m'appelle monsieur le délégué. Parce bon. Que moi, délégué de votre collège. J'ai été délégué de classe pendant toutes mes classes de primaire, toutes mes classes de collège, toutes les classes de lycée, c'était moi le délégué. Quand je suis allé en France, j'étais délégué en classe préparatoire aux grandes écoles. J'ai été président du bureau des étudiants de l'ESC Grenoble. C'est une grande campagne qui a été menée avec 6 différentes listes et plusieurs milliers de votants. J'ai été vice-président des Béninois de la Banque africaine de développement, vice-président des Béninois de la BAD. Et je suis aussi très engagé au niveau de l'Union des jeunes avocats du Bénin, où mon ancien associé a été président de l'UJAB, et j'ai participé à sa campagne. Donc pour moi, la politique, depuis la plus tendre enfance, en fait, sans que je ne le sache, c'était déjà présent. Donc et finalement, la révélation a été faite par votre fille, comme pour dire ce que femme veut, Dieu veut. Exactement. Bon, ma fille, c'est ma petite maman. Donc, voilà.
Ah, donc c'est quelque chose qui doit inspirer la jeunesse. Il faut faire de ses enfants ses propres amis ou autre chose. Je pense. Vous dites que c'est votre maman, votre fille. Elle partage le prénom de ma mère. En plus. Le prénom, donc je l'appelle ma petite. Je crois que c'est une grâce pour un enfant d'avoir une certaine proximité avec ses parents. Les parents, les jeunes doivent créer, les jeunes parents là doivent créer une proximité entre leurs enfants et eux-mêmes, absolument. Oui, moi j'en ai bénéficié, je n'ai pas manqué d'avoir cette affection tout en ayant le respect, c'est-à-dire on n'est pas des amis, on n'est pas des camarades, il y a le respect que je leur dois, que je leur réserve toujours. Et qu'ils doivent aussi à leur père, naturellement. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que l'enfant doit respecter et aimer ses parents, et les parents aiment leurs enfants. Et dans cet amour-là, il est bon de pouvoir guider l'enfant vers sa propre réalisation. Mes enfants me voient, par exemple, travailler avec leur grand-père. Ils me disent, ah, mais papy et toi, vous êtes carrément collègues. C'est leur phrase. Et ils trouvent ça bien, ils trouvent ça beau. Ils m'ont demandé si eux aussi doivent devenir avocats un jour. Vous imaginez bien. Ils voient la photo de leur arrière-grand-père, la photo de leur père et la photo de leur grand-père. Ils vont se référer à leur vision Bogue, en tout cas. Mais ils feront la profession qui leur plaît, ils feront le métier de leur choix. Mais je leur montrerai également la beauté du plus beau métier du monde. Alors, vous êtes bien sûr acteur politique désormais, comme on le dit, et vous êtes membre de l'Union progressiste, le renouveau, du bloc républicain, de Mouel Bénin, de Renaissance nationale, ou bien vous êtes en route pour créer votre parti politique. Expliquez-nous un peu. Alors, c'est rien de tout ça, monsieur. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Non plus. Pour l'instant. Membre. C'est rien de tout ça pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, les personnes auprès de qui j'ai pris conseil m'ont d'abord recommandé d'avoir moi-même 2 choses avant de pouvoir être membre d'un parti politique. Il y a 2 préalables. Les 2 préalables sont d'une part avoir soi-même sa conviction politique. Donc définir. Donc votre vision Bogue politique. Voilà, c'est la même méthode. C'est la même méthode. Je suivez bien. Ah oui, je vais profiter de vos expériences aussi pour refaire ma vie, pourquoi pas. Moi, je vais profiter des vôtres. Donc il faut d'abord avoir un vision board politique. Avant de commencer à dire je suis, pour pas faire de suivisme. Oui, tout à fait. Sinon vous faites du suivisme pour dire bon, c'est parce que les copains sont ici, ou bien c'est parce que les plus fortunés sont là, ou parce que ceux qui sont au pouvoir, donc il ne faut pas faire du suivisme. Il faut d'abord avoir une vision, un vision board politique. Donc je suis en train de définir mon vision board politique avec des amis, avec des camarades. Nous sommes en train de travailler sur un projet de société qui réunit au jour d'aujourd'hui plus d'une centaine de contributeurs, notamment des jeunes de tous bords en réalité. Il y a des jeunes de l'UP, il y a des jeunes BR, il y a des jeunes qui sont également de l'opposition. Oui, il y en a. Et donc, il s'agit d'abord de travailler à un projet de société qui pourrait nous rassembler. Qui pourrait nous rassembler parce que le Bénin, à la fin de la journée, c'est un seul pays. La mise en œuvre d'un projet de société ne se fera pas en faveur que de ceux qui sont membres de tel ou tel parti. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons appelé ce projet de société Aube Nouvelle 2026. Nous sommes en train d'y travailler. Après ça, on fera également notre analyse de forces, faiblesses, opportunités et menaces. Une fois qu'on va faire ça, on va définir aussi notre tableau de bord et on pourra aller s'inscrire dans tel ou tel parti politique et au moins ça aura l'avantage de découler d'un processus. Et dans votre vision Bogue politique, est-ce qu'on ne voit pas un certain Ousmane Sonko planer? Ah oui, pourquoi pas un Diomaye Faye à qui portera les couleurs nationales on ne connaît pas en 2026, pourquoi pas. Je vais répondre que j'aviserai, attention.
Maître Tierno Oloritogbe, eh bien, vous avez expliqué combien de fois vous avez décidé de vous engager en politique. Mais je le disais tantôt, un jeune en milieu politique, quel devrait être son credo? Parce que ce milieu est un terrain glissant. Je pense les coups bas font légion. On souffre sérieusement d'une manière ou d'une autre de l'insomnie à des moments donnés. Bon, l'insomnie, d'abord, c'est quelque chose qui est déjà un peu mon quotidien. Vous pouvez bien l'imaginer si on réalise tout Parce qu'il faut aller découvrir le code pénal. Oui, il faut avoir de l'insomnie. Il faut trouver les articles. D'ailleurs, j'ai échoué une première fois à l'examen du barreau. Si j'avais pas fait l'insomnie, j'avais pas réussi la deuxième fois. Ah, d'accord. Je pense que... Vous avez connu l'échec dans votre vie aussi? Bien sûr, j'ai connu plusieurs échecs. L'échec forme. L'échec, ça fait partie du processus. Il ne faut pas se décourager. Donc, avançons par rapport à la préoccupation que j'ai exposée tout à l'heure, justement. Je pense qu'il n'y a rien de facile pour quelqu'un comme moi qui a vu des modèles d'engagement politique. Mon arrière-grand-père était politicien. Ah, d'accord. Je peux donner l'arrière-grand-père. Mon oui. arrière-grand-père. Pourquoi pas? Augustin Nikwe. Ah, d'accord. Augustin Nikwe a tenu le premier journal politique du Bénin, le phare du Dahomey. Et vous appelez un nom de famille qui est cher à la radio Cap FM avec Madame Nikwe, qui aimait tellement cette radio, qui nous servait à manger tous les samedis. Eh bien, nous mangions des repas différents qu'elle nous concoctait avec ses moyens. Grâce, on est en tout cas dans la gratitude. Cap FM lui dit merci, puisque vous avez évoqué un nom qui... C'est ma grande-tante. Donc, c'est votre droit d'être sur cette radio. Voilà. Donc, Augustin Nikwe a eu des enfants politiciens. Il était politicien. Aurore Nikwe, ma grand-mère, épouse de Benjamin d'Almeida, tous faisaient de la politique. Leur fille, Claude, ma mère a fait de la politique. Donc, je peux dire que de toutes les manières, j'ai vu et j'allais rendre visite à mon grand-père en Côte d'Ivoire. Il était exilé politique quand j'étais tout petit. Ah bon? Donc, il était exilé politique. Il était exilé politique. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Si mon grand-père, on l'appelait Pépé Abidjan, et on devait prendre l'avion pour aller le voir. Il a été exilé politique pendant des années en Côte d'Ivoire. Donc, je sais que ce n'est pas un terrain facile. Et si je m'y engage en toute connaissance de cause, en ayant vu déjà des modèles, des repères. Mais il ne faut pas s'inquiéter pour ceux qui s'engagent. Il ne faut pas avoir peur pour ceux qui s'engagent parce que, comme je le dis, à un moment donné, notre vie elle-même ne nous appartient déjà plus. Il faut prendre les risques. Il faut y aller de manière prudente, de manière mesurée. Je ne suis pas un Ousmane Sonko, chacun avec sa réalité. Je suis un citoyen qui a eu ses expériences. Un Tierno Oloritogbe. Je suis un Tierno qui simplement. Va passer sa route. Exactement. Je ne vais pas partir dans certaines diatribes ou certaines positions qui ne sont pas forcément les miennes. Mais ce que je pense, c'est qu'on peut faire avec l'existant et qu'on peut l'améliorer. À partir de ce moment-là, on agit avec sagesse. Dans le respect de notre éducation, je ne pense pas que ça pourrait faire de tort à quelqu'un. Et si ça fait du tort à quelqu'un, eh bien, on saura se défendre nous aussi. Et vous avez l'onction de votre mère? Absolument. Je ne me permettrai pas d'être ici. Comme la grande royale disait, l'école où je pousse nos enfants tirera en eux ce qu'aujourd'hui nous gardons avec soin, à juste titre. Exact. Et oui, il faut aller apprendre à lier le bois au bois. Et même si on sait que c'est difficile. Qu'on perdra des choses. Et on gagnera davantage, en tout cas, quand on y va, certainement. Exactement. Monsieur Tierno rappelle un nom, prénom sénégalais. Comme ça m'amuse. C'est bien sûr, il y a peut-être des analyses, c'est vous qui les faites. Oui, tout à fait. Allez, monsieur Tierno, j'allais dire maître Tierno Oloritogbe, nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous n'allons pas à ne pas chercher à savoir votre ambition pour 2026 avec vos amis. Alors, dans votre creuset politique. Ce que nous avons commencé à faire, merci. Nous avons commencé à faire d'abord un tour du Bénin en 80 jours.
Un tour du Bénin en 80 jours. Du Bénin en 80 jours qui a commencé depuis le 1er octobre passé avec les amis en question pour aller à la rencontre un peu de vos frères et sœurs béninois, nos concitoyens, connaître davantage les réalités des uns et des autres. Vous voulez passer dans toutes les communes du Bénin, c'est ça? On va passer dans tous les départements, ça c'est sûr. Les départements. Dans tous les départements. Je vous dirais d'aller à Adjoum, dans la commune d'Adjoum, chez moi. Je vais mettre ça dans notre liste. Vous n'aurez pas d'hôtel à louer, vous allez séjourner chez vous. C'est noté, on ira à Adjoum. Et en tout cas, on veut faire le tour, parce que dans les différents endroits où nous avons partagé, notamment les kits scolaires, les dirigeants, les directeurs des écoles nous appellent pour pouvoir nous rencontrer, ce qui est normal d'ailleurs. Et on va en profiter pour connaître les réalités sur place dans ces localités-là. On ne peut pas faire toutes les communes, c'est sûr, mais on va en faire quelques-unes. Alors, votre mot de la fin pour conclure cet entretien, justement. Je vais vous remercier, je vais inviter la jeunesse à toujours croire en ses rêves, à aller jusqu'au bout et de se dire que rien n'est impossible. Rien du tout n'est impossible. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Voilà. À cœur vaillant, rien n'est impossible. C'est ce que la jeunesse béninoise doit imprimer dans sa conscience et dans sa mentalité. Et à en croire Maître Tierno Olori Togbe, il est passé sur cette émission Questions actuelles. Tierno Olori Togbe est justement avocat au barreau du Bénin, analyste financier. Il a été conseiller technique juridique du ministre Romia Wadaï au ministère de l'économie et des finances. Il est membre du Conseil national de l'autorité de régulation de l'électricité. Tierno Olori Togbe a décidé de partager ses expériences et ses stratégies avec la jeunesse béninoise pour qu'elle continue de rêver grand pour atteindre ses objectifs. Merci pour votre disponibilité. Nous vous dirons que Cap FM, c'est votre maison. Venez-y quand vous voulez et nous allons partager chaque fois avec la jeunesse béninoise des expériences, de nouvelles expériences que vous auriez acquises encore. Pourquoi pas? Parce que c'est notre credo. La jeunesse béninoise doit rayonner pour que vive le Bénin, pour que vive la nation béninoise. La mise en onde a été assurée par Serge Yvon Kenha, réalisation et animation Lucien Dossou, à la technique Fatih Wahoyon. Eh bien, on se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro de cette émission Questions actuelles. En nouvelle diffusion, c'est ce dimanche à 7h55. Bye bye et à vendredi prochain. Questions actuelles. Questions actuelles. Le débat politique, économique et social sur Cap FM.